Hello everyone, c'est encore moi pour ma vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce confinement qui se prolonge de par le monde n'est pas trop pénible. Moi, je sais que j'ai l'impression de vivre dans une journée sans fin et que ça commence à être long. En plus, j'ai eu des problèmes d'ordinateur, ce qui fait que j'ai pas pu poster en temps et en heure et que j'ai perdu des vidéos. Bref, c'est compliqué, mais on est là, on essaie d'être au moins là une fois par semaine. Aujourd'hui, je viens avec la suite de ma vidéo concernant les extrêmes contaminations et j'essaie d'avoir une théorie qui sort un petit peu des sentiers battus. J'espère que vous y serez sensibles. Je vais essayer de faire, vous savez, mes vidéos ne devraient pas durer plus de 20 minutes. Je voulais la faire en 2 parties. Il est possible que je la fasse en 3. J'espère pas, mais dans le doute, on verra bien. En tout cas, si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous le mets dans le descriptif. Je vous mets le lien. Comme ça, il est important que vous puissiez voir la première partie avant de regarder la deuxième partie. Pour ceux qui l'ont vu, la suite, c'est maintenant. Alors, vous vous rappelez que dans mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué qu'effectivement, avant chaque grosse épidémie à travers l'histoire, on a pu récupérer de nombreux témoignages faisant allusion et des anecdotes faisant allusion à la présence de mystérieux personnages juste avant que les épidémies se déclarent. Donc, une de ces mystérieuses descriptions faisait même d'ailleurs état de silhouettes habillées étrangement qui répandaient une espèce de brume à la surface du sol. C'est d'ailleurs là qu'est née la fameuse rumeur et la fameuse représentation de la mort, vous savez, avec son espèce de cape, là, sa capuche et sa faux, qu'on a appelé par la suite la grande faucheuse. Ça date de ces périodes historiques où effectivement, avant chaque épidémie, il y avait des manifestations étrange. Il y a même un témoignage qui parlait d'un groupe d'hommes qui fauchaient les blés avec un bruit caractéristique de faux. Je fais ma vidéo, je sais pas, des fois je crois que je suis soit maudite, soit que les éléments sont contre moi. Vous devez entendre étrangement un sifflement pendant que je vous parle. Sachez qu'il y a une espèce de tempête. On est à Vegas, hein, je suis au milieu du désert. On est en plein mois d'avril, ce qui fait que normalement, à cette époque-là, je me fais bronzer sur le bord de ma piscine. Là, écoutez-moi, il y a un vent à décrocher des platanes, quoi. Je suis hallucinée. J'espère que ce sera pas gênant. Définitivement, je veux poster une vidéo, donc je vais m'accrocher. Je pense que je la ferai en 3 parties. Mais là, je me demande même si je vais pas arrêter la vidéo pour vous faire un truc plus léger, parce que c'est compliqué. Après, il faut bien comprendre qu'à travers l'histoire, à travers les métaphores, les paraboles, les gens associent systématiquement un bruit quand tu veux expliquer à quelque chose que tu connais, on est d'accord? Tu vas dire, tiens, ça m'a fait penser à ça. Dans l'absolu, ça leur a fait penser à une faux. Mais qui nous dit, parce que c'est comme ça qu'ils ont voulu l'expliquer, mais qui nous dit peut-être qu'en vérité, il s'agissait d'une machine trop sophistiquée pour l'époque, qui faisait un bruit spécifique parce qu'elle était en train de répandre un agent pathogène pour rendre la population malade? En tout cas, juste après cet épisode où les gens sont venus parler de ces étranges personnes dans les champs de blé, de leurs manèges, etc., la peste noire est arrivée. Il y a de quoi, je vous avoue, se poser des questions. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, clairement. Ainsi, les épidémies se sont systématiquement accompagnées de témoignages énigmatiques au sujet de nombreuses activités inexplicables et inquiétantes. Et si cette activité insolite dans le ciel, par exemple, hein, comme je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, n'oubliez pas, le lien est dans la description, ou les secrets de Fatima, où les gens ont dit avoir aperçu dans le ciel des disques, des vaisseaux répandant et tout ce que je vous expliquais dans la vidéo. Et donc, si cette activité insolite dans le ciel était en fait des météores ou autres comètes, comme la plupart des scientifiques le pensent. Parce que c'est possible aussi. Le fait est qu'en 1731, on a observé des ovnis. Alors, par ovni, n'oubliez pas, c'est, je répète,
Objets volants non identifiés. On ne parle pas de vaisseaux spatiaux, partez pas dans des délires extraterrestres. Là, je m'adresse vraiment aux plus sceptiques d'entre nous qui sont toujours en train de tourner ça en dérision. Je vous parle de quelque chose, c'est un objet volant non identifié. On ne sait pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est un vaisseau spatial avec des petits êtres verts à l'intérieur. Hein. Donc, en 731, on a observé des ovnis au-dessus de l'Angleterre, de l'Irlande et de la Roumanie, qu'on a aperçu des objets volants non identifiés et qu'effectivement s'est répandue la fameuse grippe virale de 1732. Certains ont d'ailleurs dit, à travers les témoignages que j'ai pu retrouver, qu'ils avaient vu un objet volant rouge qui produisait tellement de chaleur que les gens devaient enlever leur chemise. Cet engin luisait dans le ciel, et la maladie apparaissait. Il faut comprendre qu'à l'époque, le mot comète n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Autrefois, il désignait tout simplement un phénomène brillant et inhabituel dans le ciel. Par exemple, dans sa chronique, et alors là, soyez attentifs parce que c'est énorme, dans sa chronique des prodiges publiée au XVIe siècle, Conrad Lycostenem mentionne une comète. Observez, je le mets là ou là, parce que j'ai vu que de toute façon, je suis intervertie dans mes vidéos. Cette comète avait été, observée en Arabie au XVe siècle. Mais regardez la représentation qu'il a faite, je vous la mets là, de la dite comète. Alors, vous trouvez que ça ressemble à une comète, vous ? On est d'accord. Bon, alors là, je sais qu'immédiatement, vous allez me dire, mais t'hallucines, meuf, pourquoi donc un virus sur notre planète? Pourquoi les gars, ils auraient fait des voyages interstellaires juste pour venir éventuellement nous empoisonner? Je me pose la question, avec vous, sommes-nous les cobayes de l'univers? Pourquoi ils sont venus propager un virus sur la planète Terre? Peut-être que, qui vous dit que par rapport à ce que nous faisons et ce que nous avons fait de notre planète, les autres espèces venues d'ailleurs cherchent à limiter la propagation de l'espèce humaine? Faut avouer quand même, et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe, alors qu'on est en train de demander aux gens de faire un effort global pour le bien-être de l'humanité, pour fixer une situation qui est en train de mettre des gens dans une merde monumentale parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour illustrer ce qui est en train de se passer, et qu'il y a des gars qui trouvent quand même que c'est très important d'aller balader parce qu'il fait beau, voilà, par exemple. Donc ça prouve que niveau solidarité, niveau humanité, niveau bon, c'est sûr que s'il y a des espèces plus avancées que nous, et quand je dis espèces plus avancées que nous, attention, ça peut être juste une autre planète Terre, mais avec des milliards d'années-lumière d'avance. Et ouais, ils nous jugent. Et je vais vous dire, ils ont raison de nous juger. Après, en même temps, je me rassure en me disant que si réellement quelqu'un ou quelque chose souhaiterait nous exterminer, il utiliserait quand même un moyen beaucoup plus radical. Il serait moins sadique, genre une arme de destruction massive, un désintégrateur de planète, un truc de fou, quoi. Ou plus simple encore, pourquoi il se ferait chier à nous envoyer des virus dans l'atmosphère, alors qu'il suffirait peut-être juste de foutre une substance toxine dans l'atmosphère ou un virus beaucoup plus efficace. Donc, je pense pas dans mes recherches que ce soit une volonté de nous détruire. Par contre, du coup, j'avoue, j'ai réfléchi au pourquoi, au comment. Vous allez peut-être penser que c'est complètement ubuesque et tiré par les cheveux, mais au travers, encore une fois, des témoignages et des écrits et des livres, je me dis, why not, quoi. Voilà. Donc, je sais que les esprits cartésiens vont trouver ça too much. Donc voilà, j'ai réfléchi à une autre hypothèse, parce que je sais que celle que je vous ai présentée durant ces deux vidéos, avec des gens qui seraient venus d'une autre planète, venus vaporiser, ça va être trop tiré par les cheveux. Je reste quand même convaincue que c'est quelque chose qui n'est pas connecté à la planète Terre à proprement parler. Donc, j'ai cherché, j'ai creusé, vous me connaissez, et j'ai trouvé une hypothèse, mais qui me semble un petit peu trop simple pour que même pas les scientifiques y réfléchissent. Ou alors, en fait, j'ai un QI, mais j'ignore à quel point je suis puissante, quoi. Je blague. Mais en tout cas,
Elle est redoutable et entre nous, je la trouve peut-être encore plus effrayante que éventuellement des personnes venues d'une autre planète faire des expériences sur nous, pauvres petits humains. Pour alimenter ma nouvelle théorie, toujours, hein, on ne comprend le présent qu'avec l'aide du passé. En tout cas, en 1540, dans la vallée de Rio Grande au Nouveau-Mexique, Francisco Vázquez Coronado, j'ai rigolé parce que Corona, bon, et ses compatriotes espagnols explorent la région pour la première fois, hein, du Rio Grande. À leur insu, ils transportent pire que leur arsenal militaire, des microbes. Donc la variole, la varicelle, la rougeole se mettent à se répandre chez les indigènes à toute vitesse. C'est ainsi que 900 soldats, 900 conquistadors ont réussi à détruire l'Empire aztèque. Des milliers de morts juste car ils ont été exposés au virus de l'homme blanc. Pareil avec les Amérindiens, quand les colons européens ont débarqué sur les côtes, la population des îles du Pacifique également à l'arrivée de James Cook. Systématiquement, le peuple, différents peuples, nouveaux microbes, extermination de la population qui reçoit. Du coup, comment ne pas se demander si exposé à une maladie inconnue, il ne pourrait pas nous arriver exactement la même chose. Dans La Guerre des mondes de George Orwell, que j'ai adoré, ça se finit plutôt bien dans la mesure, pour ceux qui, je vous mettrai pareil un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés par le livre. Bon, ça se finit bien parce qu'au final, les Martiens, attention, spoil, parce que les Martiens meurent d'un simple rhume. Imaginez donc que, en fait, ce soit l'inverse de ce qui s'est passé chez George Orwell. De nombreux épidémiologistes pensent que si réellement les gens venus d'ailleurs nous visitent, il serait alors possible qu'ils nous contaminent accidentellement avec leur maladie propre. Ce serait quand même un comble. Non seulement les gars, ils nous visitent en scred, ils arrivent ni vu ni connu, ils font passer la moitié de la population parce qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'ils veulent vraiment l'avouer qui y croient pour des fadas et en plus ils nous au passage ils nous contaminent avec leur virus endémique. Au moins montrez-vous les mecs quoi. Au moins avant de mourir on aura eu une expérience incroyable. Les virus se développent toujours plus rapidement dans de nouveaux environnements, comme je vous l'ai expliqué avec les Amérindiens, nanana. Alors imaginons que les germes extraterrestres existent, bel et bien, se pourrait-il qu'ils puissent survivre à un voyage interstellaire? Donc, mais vous n'allez pas en revenir, mais de nombreux scientifiques pensent que de micro-organismes détiennent la réponse à cette question. On les appelle les extrémophiles. Je vous mets des petites photos de ces petits organismes absolument répugnants. Moi, qui suis déjà flippée par les acariens, quand j'ai vu les extrémophiles, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon, cet organisme vit dans des conditions extrêmes. Extrémophile, je vous apprends rien. Hein. Il résiste à des températures très hautes ou très basses et à des pressions très hautes et très basses. 2007, un caillou porteur d'une bactérie est attaché à l'extérieur de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Après 18 mois passés dans cet environnement hostile qu'est l'espace, le rocher est récupéré. Et devinez quoi? Une colonie de bactéries avait survécu malgré les températures extrêmes et le rayonnement cosmique et le vide spatial. Alors, je sais que de nombreux scientifiques refutent la thèse de l'existence d'organismes vivants dans l'espace, et pourtant, la NASA fait très attention à protéger les astronautes contre toute contamination, ce qui est très étrange. Prenons par exemple le voyage sur la Lune. Après cela, les astronautes, expliquez-vous pour moi, pourquoi, hein, vous avez peut-être l'explication, en tout cas je vous mets la vidéo. Après donc le voyage sur la Lune, les astronautes sont restés en quarantaine pendant 2 semaines. Je me demande d'ailleurs pourquoi c'est toujours 2 semaines et 40 mois. Enfin, bref. Parce que la NASA, justement, à l'époque, disait avoir peur de la présence d'un éventuel virus en sommeil. Et en 2006-2008, les biologistes de 2 missions spatiales différentes ont fait une découverte absolument effrayante. La bactérie de la salmonellose, exposée à une gravité 0, devient, accrochez-vous, 700 fois plus dangereuse.
C'est un peu la preuve, donc non seulement les bactéries voyagent bel et bien dans l'espace, mais qu'en plus, éventuellement, dans un environnement tel quel, elles peuvent acquérir plus de dangerosité. S'il vous plaît, quand on voit que notre salmonelle se développe si bien en impesanteur, rien ne nous affirme qu'il n'en va pas de même avec des virus venant d'ailleurs se développant sur la planète Terre. N'oublions pas que c'est la capacité des virus à muter très rapidement qui a causé la pandémie la plus importante de l'histoire de l'humanité. Enfin, jusqu'à présent. La fameuse grippe espagnole, survenue après le miracle de Fatima. Personne n'a jamais su expliquer d'où venait le virus, ni pourquoi il a disparu. Il a disparu aussi vite. En tout cas, il a disparu comme il était arrivé. À côté, la Première Guerre mondiale a fait pâle figure. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un virus grippal normal qui a muté et qui a donné lieu à une pandémie. Ça fait peur. Vu ce qu'on vit aujourd'hui, j'avoue, mes recherches m'ont fait flipper. C'est pour ça que petite anecdote, je pense que ce sera les derniers types de vidéos que je ferai comme ça jusqu'à ce que on soit sorti de cette situation parce que c'est anxiogène. J'ai vu donc récemment un documentaire où les scientifiques envisageaient qu'effectivement le virus pouvait venir de l'espace. C'est en 1919 donc que la grippe espagnole disparaît aussi vite que ce qu'elle est apparue. L'explication alors étant le virus a tellement muté en fait qu'il serait devenu inoffensif. Question hyper d'actualité, comment ce virus extrêmement mortel a-t-il pu toucher différents endroits de la planète simultanément? Parce qu'à l'époque, nous ici, bon, c'est vite fait, on a trouvé des raccourcis, le voyage, les avions, la contamination. À l'époque, il n'y avait pas. Le temps qu'ils arrivent en calèche, normalement, le virus, il aurait dû se désintégrer. Sauf que là, ça a quand même été mondial, global, et on n'a pas le même pouvoir d'explication. En 2007, les habitants de la ville de Caracas au Pérou regardent éberlués une boule de feu traverser le ciel. S'ensuit une explosion et un crash qui fait trembler le sol. La météorite a propulsé des gravats à 1 km à la ronde et creusé un trou d'une extrême profondeur, photo à l'appui. Mais la fascination se transforme rapidement en peur quand quelques jours plus tard, des centaines de personnes commencent à tomber malades. Bien sûr, personne n'a pu expliquer pourquoi ni faire le lien entre la météorite et l'apparition de la maladie, puisque les météorites, on le sait, sont censés être aseptiques, à savoir dépourvus de bactéries et de gaz nocifs. Du coup, peut-être qu'en fait, il existerait dans l'univers des micro-organismes encore complètement inconnus sur Terre. Parce que c'est pas parce faut comprendre un truc, les gens, c'est que tout dans la vie n'est que théorie, hein. Tout n'est que théorie. C'est-à-dire, on met des noms, c'est des scientifiques, ok, ils sont plus diplômés, ils ont un cerveau plus gros, un QI, ils ont fait des meilleures recherches. Mais en vérité, c'est eux qui trouvent les noms, c'est eux qui trouvent les explications, qui correspondent à l'instant T aux informations qu'ils ont. Mais dans l'absolu, ça ne reste que des théories. Donc là, pour l'instant, au vu de ce qu'ils savent jusqu'à présent, ils disent que dans l'atmosphère, dans l'espace, il n'y a pas de... Mais au final, on n'en sait rien, quoi. Parce que moi, j'affirme encore une fois, l'ego, l'arrogance humaine, il faudrait quand même être borné, il n'y a pas d'autre mot pour rester poli, pour être encore une fois convaincu et prétendre que ces billions de bactéries que l'on a sont propres à la planète Terre et qu'il n'en existe pas d'autres dans l'univers tout entier, non ? Parce que chaque fois, nous, c'est la Terre, c'est un grain de sable suspendu dans l'immensité de l'univers, mais on est les seuls, tout ça, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre vie, blablabla. Bla bla bla. Pourquoi les virus, ils seront propres à la Terre? Comment on peut affirmer qu'il n'existe pas d'autres virus dans l'entièreté du cosmos? En 2006, la mission Stardust s'achève. Pendant son séjour dans l'espace, la sonde de la NASA a collecté des particules de la chevelure de la comète 81P Wild à l'aide d'aérogel. Je vous mets la photo de la dite comète. Même les scientifiques les plus sceptiques furent stupéfaits des résultats.
Ils y ont trouvé de nombreux composés organiques, y compris de la glycine, qui est un acide aminé et une molécule élémentaire de la vie. Donc tous ceux qui pensaient que jusqu'à présent ce que je disais c'était peut-être un non-sens, j'ai dit preuve. Alors imaginez donc, c'est peut-être les extraterrestres qui nous bombardent de météorites, full de virus, pour envoyer des microbes et autres organismes sur notre jolie planète bleue. Historiquement, les épidémies arrivent soudainement et de plus ou moins nulle part. Toutes les anciennes civilisations pensaient que les comètes produisaient des maladies mortelles. Peut-être s'agissait-il d'une simple superstition, peut-être pas. Dans les années 1960, Harold Urey, prix Nobel de chimie, développe un tout nouveau domaine scientifique, la cosmochimie. D'après sa théorie, des météorites contiendraient des bactéries faciales fossiles. Bien sûr, une théorie rapidement balayée par tout le monde et le sujet n'a plus jamais été abordé, comme chaque fois qu'une théorie sort un peu de l'ordinaire et qu'elle gêne aux entournures et aux encolures de toute cette mascarade. Enfin, ça c'est encore un autre débat. Donc, en 1996, David McKay et son équipe de chercheurs de la NASA annoncent que la météorite ALH 84001 en provenance de Mars, je vous mets la photo là, découverte en Antarctique, contient des organismes vivants fossilisés. Même Clinton a fait un discours autour de cette découverte qui justifiait selon lui les millions et les millions de dollars mis à la disposition de la recherche spatiale. Je vous mets le petit discours de Clinton, je vous mets tout ça. Mars 2011. Richard Hoover, chercheur de la NASA, publie des travaux prouvant cette théorie. Il a découvert des organismes microscopiques fascinants. Bien sûr, cela provoqua un scandale scientifique sans précédent. Tout le monde s'y opposa, arguant qu'éventuellement cela pouvait vouloir insinuer que quelque chose nous envoyait des météorites contagieuses volontairement, ce à quoi, bien évidemment, ça aurait pu provoquer, c'est pas ça, c'est qu'encore une fois, c'était ça. Dès qu'un truc fait peur aux gens, et on l'a vu dans le cas du Kumkum, c'est que quand quelque chose que vous fait peur, la première réaction de la majorité, c'est de nier. Oui, non, c'est une grippe. Mais non, mais n'importe quoi. Ouais, à force d'avoir ce système d'automatisme, de mécanisme, d'autruche, et de jamais se poser les questions qui pourraient éventuellement, à terme, déboucher sur un débat qui sort de l'ordinaire, que des petites guéguerres entre pays, politiques, etc., ça nous aiderait peut-être plus certainement à avancer. Mais bon, les choses sont ainsi faites. Mais bon, en attendant, moi, je trouve que c'est vrai, quoi de plus simple si on veut investir, envahir ou peu importe notre planète, que de la polluer au préalable avec des bactéries. En 2001, dans l'état du Kerala en Inde, un grand bruit, pareil, suivi d'une énorme explosion, déclenche une étrange pluie rouge sang, qui d'ailleurs rappelle de nombreux événements similaires décrits dans des récits tout au long de l'histoire. Dans l'Iliade, Homère mentionne un massacre suivi d'une pluie de sang. Grégoire de la Tour a observé une pluie de sang juste avant l'apparition de la peste du Justinien. Et au XIVe siècle, en Allemagne, du sang serait tombé du ciel juste avant la peste noire. Après la pluie du Kerala, je vous mets des images, un biologiste, Jeffrey Louis, préleva un échantillon et il constate que le liquide contient des éléments semblables à, je vous le mets dans le mille, des êtres vivants. Regardez, je vais essayer de vous faire un zoom sur les petits microbes. Vous vous doutez que depuis, les recherches sont maintenues dans le plus grand des secrets et que même le lien entre l'explosion dans le ciel et la pluie a été plus ou moins éludé. En 2001, aux États-Unis, Marie Lieto, qui était une ancienne laborantine dans un hôpital de Boston, remarque des fibres rouges, bleues et noires et blanches dans la bouche de son fils de 2 ans. Elle consulte 8 médecins. Personne ne trouve une explication. Aujourd'hui, on appelle cette maladie les morgellons. Et d'après le centre de recherche, cette maladie touche plus de 12 000 familles à travers les USA et 15 autres pays. Personne ne sait d'où vient cette pathologie. C'est une maladie terrible, bien sûr, dont il n'existe bien évidemment toujours pas de traitement car personne n'arrive à identifier la cause de cette maladie. Les médecins procèdent à l'aveuglette.
Les personnes atteintes par cette maladie se plaignent de problèmes neurologiques en plus de lésions cutanées, qui sont des lésions atroces, souvent rondes et en forme de cratère et qui suintantes, et de démangeaisons extrêmes avec la sensation d'être envahies par des parasites qui les mordent ou qui les piquent. À l'intérieur des lésions se trouvent des fibres colorées, alors que pourtant tous les spécialistes de la peau certifient que le corps humain ne produit pas de fibres rouges et bleues. Et pourtant, ces fibres existent. Reste à savoir d'où elles viennent. Sont-elles produites par un micro-organisme? La question est toujours en suspens. Tous les ans, la Terre est bombardée par des tonnes de débris en provenance de l'espace. Serait-il possible qu'ils contiennent des organismes que nous ne connaissons pas? Rien n'infirme ni ne confirme cette hypothèse. Il existe des microbes dans l'espace. Il existe des bactéries capables de muter et de devenir 100 fois plus toxiques. Et si nous étions à la merci d'attaques extraterrestres invisibles à l'œil nu? Qui sait? Rendez-vous compte, l'estimation la plus précise du nombre de bactéries dans le monde approche les 5,1 trillions. Je ne savais même pas que ça existait, trillions, comme chiffre. C'est stupéfiant. Et on en découvre constamment de plus en plus. Reste à savoir qui dirige la planète. Nous ou les billions de virus qui nous entourent et qui jouent un rôle peut-être beaucoup plus important que ce que l'on pense? Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que nous avons la réponse. Parce qu'en plus, avec ce réchauffement climatique, qui sait, c'est peut-être une unité de mesure, peut-être qu'ils se sont dit, ok, ce virus, on les met là. S'ils déconnent avec la planète et que le réchauffement climatique atteint un sommet trop haut, eh ben, ce virus-là va se déclencher, on va les stopper, on va tuer. Ça voudra dire qu'ils auraient dépassé, je sais pas, peut-être vous allez trouver ça délirant. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ma théorie tenait plus ou moins bien la route. Parce que, et si cette épidémie sans précédent était quelque chose censé nous immuniser, nous préparer à quelque chose de beaucoup plus important qui se prépare? Un changement fondamental dans l'évolution de l'homme. Peut-être on est à l'aube de quelque chose. Ça, j'en suis convaincue. Ce qui est en train de se passer, c'est peut-être un mal pour un bien, un mal pour un mal, whatever, mais on est à l'aube de quelque chose. Pour moi, le compte à rebours a commencé au moment de l'irruption de la maladie. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, et c'est ça la plus grande peur. Mais cela fait des millénaires que nous nous posons la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Est-il possible que des organismes extraterrestres vivent parmi nous, en fait, depuis les débuts de notre origine? Bon les amis, j'espère que cette théorie vous aura pas semblé, encore une fois, je me répète, un petit peu délirante. Moi j'ai trouvé que j'arrivais à me tenir, why not? En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça commence à être un petit peu anxiogène. Plus le fait d'être confiné à la maison, je pense que je vais essayer de faire des vidéos un peu fun. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on m'avait suggéré de parler de moi, de faire des facs, etc. Je pense que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Les petits pouces bleus, ça encourage. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications à chaque fois que je fais une vidéo. J'espère que j'aurai su capter votre intérêt et que vous allez pas me prendre pour une folle. En tout cas, n'oubliez pas les amis, on est tous ensemble. Tenez bon, stay home, all together and stay safe. À bientôt.